J'espère que le RN va censurer le budget. Et il faut une présidentielle le plus vite possible, parce que chaque année qui passe, c'est une année de perdu pour la France. Parce qu'il y a un moment, il faut faire partir le danger public. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour mademoiselle ou madame. Bonjour monsieur. Mademoiselle, ça me va très bien, je ne suis pas encore mariée. Bon. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur Dupont-Aignan, votre avis sur la gestation pour autrui qu'on vient d'entendre? C'est un nouvel esclavage pour moi. Et je suis très surpris que les féministes ne protestent pas davantage. Voilà, c'est l'esclavage de la femme. C'est abominable pour cela. Alors, on voit très bien, et la chronique était excellente de votre collègue, parce qu'elle montre très bien comment ils avancent masqués, et comment le gouvernement des juges veut imposer ce qui est inacceptable en termes de dignité de la personne. C'est tout. Voilà, c'est pas une question d'ailleurs. Moi, je suis hostile à toutes les GPA. Couple hétérosexuel, couple homosexuel. Totalement. C'est pas un problème d'homosexuel, c'est un problème de dignité de la femme et de marchandisation du corps. Voilà pourquoi j'y suis totalement hostile. Aujourd'hui, c'est vrai que on a vu aussi des témoignages d'enfants nés par GPA. Sans parler des enfants, vous avez raison. C'est ça, en fait, les enfants sont finalement... Alors, la première victime, effectivement, la maman, qui est prise juste pour un objet... Pour une usine, pour un usine objet. à bébé. C'est la femme objet. C'est absolument atroce, effectivement. Je vous rejoins sur ce propos, et je m'y engage. Et concernant l'enfant, ensuite, se retrouve sans ses parents biologiques. Alors déjà, on voit les conséquences pour un enfant adopté. Alors effectivement, ça rend beaucoup d'enfants très heureux et c'est une vraie chance qu'on ait ce système-là aussi qui soit mis en place. En revanche, là, on n'est pas dans le même système. On est dans un enfant qui a été arraché au corps de sa propre mère. Acheté, qui est donc vendu comme un objet commercial et qui se retrouve avec un traumatisme à vie, puisque quand il va la prendre... Et puis surtout, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas retrouver leur mère biologique, notamment en Ukraine. Je connais quelqu'un dans cette affaire et il n'a pas accès à la connaissance de sa filiation. Vous imaginez le problème psychologique après? Non, c'est abominable. Et ce qui est hallucinant, c'est l'égoïsme de notre société, en fait. Ça traduit quelque chose. L'enfant devient un objet et la femme devient une usine. C'est ça le progrès? C'est quand même un problème. C'est une inversion totale de tout. Totalement. Voilà. Donc, et on a vu les conséquences. Vous parliez de l'Ukraine il y a quelques instants. Quand la guerre a commencé, on s'est rendu compte que certaines personnes allaient chercher leurs enfants achetés en Ukraine pendant la guerre. Il y avait même des militaires qui étaient engagés pour les chercher. Bien sûr. Mais c'est un commerce en Ukraine. C'est une spécialisation de l'Ukraine. C'est abominable. Voilà. Il faut tout faire pour bloquer. Il faut faire savoir, puisqu'une grande majorité des Français, très large, ils sont totalement hostiles. Et je pense que les femmes ont un rôle à jouer. Totalement. Et on devrait davantage entendre les femmes là-dessus. Parce que c'est elles les victimes, les premières victimes. Et puis l'enfant, bien sûr. Le problème, justement, dans le néo-féminisme, c'est qu'en fait, elles vont avancer un propos qu'elles sont libres tellement. Elles sont libres de leur corps, qu'elles sont libres aussi de leur choix. Mon corps, mon choix. C'est un des slogans des néo-féministes. Qu'elles vont dire que c'est une liberté de pouvoir mais c'est vendre la liberté du... Comme la prostitution. C'est la liberté dans le poulailler par rapport au renard. Enfin, je veux dire, tout ça est abominable quand on sait les souffrances humaines en Inde, en Ukraine. Enfin, c'est abominable. Voilà. Oui. En Russie aussi, d'ailleurs, la Russie, c'était, je crois, le deuxième pays qui était le plus producteur de GPA, malheureusement. Est-ce que, selon vous, il y a un risque, pour terminer sur ce sujet, est-ce que, selon vous, il y a un risque qu'elle soit proposée d'ici 2027 en France? Non, je pense qu'elle ne sera pas proposée. Je pense qu'en revanche, il y a le risque du double jeu judiciaire. Voilà. C'est-à-dire que ils vont tout faire pour la légaliser. Et encore une fois, là, comme l'a très bien dit votre journaliste, il n'y a aucun problème à ce que le parent, le deuxième parent, puisque maintenant il y a parent 1, parent 2, adopte. Donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, derrière cela, il y a la volonté d'avancer masquée. Et c'est égoïste. Oui, mais c'est la volonté d'avancer masquée. En fait, c'est une volonté de légitimer, de légaliser la GPA contre le peuple. Et on revient toujours à la même question d'aujourd'hui. C'est que nous ne sommes plus en démocratie. Voilà. Que ce soit par l'Union européenne, que ce soit par les juges, que ce soit par les intérêts financiers. On est en train de sortir de la démocratie. Moi, ce qui m'intéresse dans mon combat politique aujourd'hui, c'est cette question fondamentale.
qui est malheureusement peu posée par les responsables politiques, aussi de notre bord politique souverainiste ou patriote, ou vous dites comme vous voulez, c'est vraiment le recul de la démocratie et des libertés. Or, il n'y a pas de possibilité d'une société, pour moi, responsable, sans liberté et sans démocratie. Et vraiment, en tout cas, c'est le combat que je porte le plus. En tout cas, c'est ma valeur ajoutée, si je puis être prétentieux. Alors, venons-en à la démocratie, justement, vous faites un beau pont. La démocratie, c'est aussi les élections, et il y a quelques mois, vous avez fait face dans votre circonscription, dans l'Essonne, à une élection législative anticipée que vous avez, je dois le dire, perdue. Et ben voilà. Dans la vie, ça fait du bien, parce qu'il faut toujours avoir un échec. Ça faisait 27 ans que vous étiez député, quand même, donc ça faisait un bon bout de temps. Comment vous avez pris effectivement ces résultats? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Et je vais vous dire, c'est très curieux, d'ailleurs mon entourage est très surpris. J'ai pas été effondré, j'étais triste bien sûr, mais j'ai pas été effondré parce que je n'ai pas été battu à la loyale. Si j'avais eu au second tour, même à 1%, à 0,5%, à une voix, été battu par le candidat LFI, très bien. J'ai été dans un guet-apens politicien, un LR macroniste, parrain de ma fille, que j'ai aidé toute ma vie à être élu, a été instrumentalisé et a été une ordure. S'est présenté contre moi. Bon, c'était pas agréable. Bon, je l'ai battu à plate couture au premier tour, donc les électeurs ont tranché. Et il s'est revendiqué de droite en se présentant contre moi. Il a copié mes documents électoraux. Il était gaulliste, etc. Et il a fait 20%, j'en ai fait 35%. Je pensais que les gens avaient arbitré et que face à un LFI, pas un socialiste mou, pas un écolo tranquille, encore qu'il ne soit pas très, je pensais qu'il allait au moins se retirer, pas appeler à voter pour moi, je ne me faisais aucune illusion. Eh bien non, il s'est maintenu pour me faire perdre. On faisait 62% à nous deux, et beaucoup de gens avaient voté pour lui parce qu'il avait été maire de la ville d'à côté, il le connaissait, etc. Et puis il s'est maintenu, et pire que ça, il a fait la campagne en sous-main des LFI. Voilà, il a prêté ses salles municipales à Manon Aubry, ils ont fait une grande fête le jeudi, ils ont fait des tracts diffamatoires de concert, enfin, c'était vraiment le... Et j'ai beau être résistant, j'ai beau tout faire, ben voilà, j'ai perdu, c'est la vie. Donc j'ai pas eu je me suis pas senti remis en cause, c'est peut-être idiot d'ailleurs, mais j'aurais perdu loyalement, je me remettrais vraiment en cause. Tandis que là, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris, parce que en fait, les gens, malheureusement, le 7 juillet, j'ai une partie de mon électorat qui n'a pas été voté, parce qu'ils étaient en vacances, parce qu'ils pensaient que je serais réélu. Eh ben non. Bon, voilà, c'est la vie, mais heureusement, Debout la France a eu des scores aux législatives, a le financement public, je continue le combat. Monsieur Roussel a été battu, Monsieur Zemmour a été battu, Monsieur Mélenchon n'est plus candidat. Je suis pas le seul patron de parti qui est plus au Parlement. Oui. Voilà, donc je dirais que c'est embêtant, c'est jamais agréable, mais je préfère être dans ma situation que dans la sienne, parce qu'il a été récompensé comme sous-ministre des Transports, ce qui prouve que je vaux cher, parce que j'étais un trophée intéressant. Donc voilà, donc c'est plutôt flatteur. Alors qu'il n'est même pas député finalement. Mais non, il était 3e et qu'il a été doublement battu. Faut donc c'est pour ça que je vais vous dire. Tout ça, en fait, je relativise énormément. C'est pas agréable. Ça m'interdit d'être à l'Assemblée et c'était utile, je pense, que j'y sois. Maintenant, je continue le combat exactement de la même façon. Ça ne change absolument rien. D'abord, beaucoup de Français ne savent pas que j'ai été battu, et heureusement. Et puis, on continue. On continue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, c'est pas moi dans cette affaire. C'est quand même l'état du pays. C'est que les patriotes ont été battus. Parce que c'est ça le plus grave. Moi, c'est pas très grave. Mais c'est que les patriotes qui auraient pu gagner ont été battus au second tour. Et que moi, j'aimerais qu'on tire les leçons. Et que je persiste à penser que la grande coalition que je demande depuis des années, pour laquelle j'avais montré l'exemple et pris les devants en 2017, quand même avant tout le monde, eh bien, se mette en place. Et tant que Marine Le Pen et Jordan Bardella ne feront pas la grande coalition, ils ne seront pas gagnants au second tour. Et moi, je les supplie de le comprendre. Ils ont compris avec Ciotti, très bonne opération, j'étais tout à fait favorable, mais si on avait fait au premier tour une coalition affichée, avec Marion Maréchal, avec moi-même, avec Ciotti, et pourquoi pas avec des souverainistes comme Philippot et d'autres, en mettant de l'eau dans notre vin, chacun sur notre programme, si on avait fait une coalition très large, comme Mélenchon a fait,
Eh bien, on aurait eu 100 députés. Mais bien sûr, on aurait eu 100 députés de plus. Voilà. Et ça, j'aimerais le faire comprendre. C'est pas une critique, c'est un conseil appuyé. Voilà. Et parce que chaque jour qui passe, on perd du temps. Et les rancunes, les petites histoires entre les leaders patriotes font perdre du temps à la France. Et je pense que c'est dommage. Voilà. Bon. Donc moi, je ne cherche qu'à ça, contribuer à une vraie coalition qui additionne. On a commencé, mais c'est pas assez encore. L'Union des droites est effectivement l'un des sujets majeurs de la vie politique française et l'un de vos sujets, des sujets que vous portez énormément. Écoutons cet extrait sonore, c'était il y a quelques jours, il s'agit de Marion Maréchal. Un lancement d'un nouveau parti, qui ne se veut pas d'ailleurs un énième parti, mais plutôt un parti pivot qui, je l'espère, en effet, contribuera à la victoire du camp national. Parce que, vous savez, moi j'ai 34 ans, j'ai 2 petites filles, j'évolue dans un pays aujourd'hui ruiné, fracturé par le séparatisme, en proie et gangréné par une insécurité dramatique. Et donc, je veux que le camp national gagne. Voilà, je n'ai que cette obsession, et donc c'est tout l'objet de ce mouvement que je lance. Alors, effectivement, ce que vous venez d'entendre, c'est Marion Maréchal qui lance son nouveau mouvement Identité Liberté, qui est en fait une reprise du mouvement conservateur qui existait déjà. Moi, j'aurais une question quand même, c'est que aujourd'hui, on a effectivement Identité Liberté, on a Reconquête, on a l'UDR, on a Debout la France. Est-ce qu'il n'y a pas trop de petits partis de droite ? Non. Il y en aurait trop. Je reprends dans l'autre sens. Il y en aurait trop si ces partis n'étaient pas capables de se coaliser au second tour. En vérité, la Ve République, et on pourra reparler de la proportionnelle, parce que là, j'y suis très hostile. La Ve République, c'est un scrutin à 2 tours, qui a le génie, si on le comprend. Malheureusement, il n'est pas compris. Si on le comprend, il a le génie au premier tour de prendre en compte la diversité politique française, qui est inhérente. La France aux 250 fromages du général de Gaulle, les nuances politiques, etc. On prend en compte tout ça au premier tour. Au premier tour, les Français n'ont pas 2 partis comme aux États-Unis ou en Angleterre, parce que sinon il y aurait une abstention de 80%. Ils peuvent exprimer leur sensibilité. Il y a une sensibilité patriote, libérale et identitaire qui est celle de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour. Bon. Il y a une sensibilité plus souverainiste qui est la mienne, et gaulliste. Il y a une sensibilité plus libérale qui est celle de Ciotti. Donc, c'est pas gênant, à la condition, bien sûr, qu'au second tour, tous ces partis s'entendent pour mettre de l'eau dans leur vin et dire aux Français, voilà, il y a eu plusieurs dents au râteau qui expriment des sensibilités politiques de nos compatriotes, et ces plusieurs dents au râteau se rassemblent. Ce que sait très bien faire la gauche, ce qu'a compris Jean-Luc Mélenchon et ce que n'a pas compris Marine Le Pen. Moi, je vous le dis comme je pense. Et j'espère qu'elle le comprendra. Voilà. Je souhaite qu'elle le comprenne. Alors, elle a commencé à le comprendre. Et c'est curieux parce que, je le dis très franchement parce que je l'aime bien, tout le monde le sait, moi j'ai jamais eu comme Éric Zemmour des mots avec Marine Le Pen. Oui, et puis vous avez été quand même le premier en 2017 à ouvrir la voie. Problème avec Marine Le Pen. Vous avez quand même rompu une sorte de cordon qui existait auparavant, ça c'est, à titre personnel, je pense que c'est quand même une forme de courage politique qui avait été quand même très appréciée par le plan national en général, parce que vous avez été le premier à rallier un parti. Ce que je dis, Marine Le Pen a eu l'intelligence de le faire avec moi en 2017, avec Éric Ciotti en 2024, mais elle le fait en duo. Je pense qu'il faut le faire en grand écran. Vous comprenez ce que je veux dire ? D'ailleurs, la preuve, très sincèrement, pendant les législatives, moi, je n'ai pas été associé à la coalition avec Marine Le Pen et Éric Ciotti, ni Marion Maréchal, de fait, ni Éric Zemmour. Bon, on n'a rien dit en public, parce qu'on n'allait pas critiquer quelque chose qu'on appelait de nos voeux. Et j'ai retiré 470 candidats, pour éviter de faire perdre 2%, 3% des candidats du RN. Les candidats RN m'ont demandé ma photo qu'ils ont mis sur l'affiche avec celle de Marion, celle de Bardella, celle de Ciotti, celle de Marine. Donc ça prouve qu'à la base, il y avait le réflexe, mais Debout la France n'a pas été associé. Marion Maréchal n'a pas été associé. C'est absurde. Si on avait été associé, je suis certain que les Français se seraient dit, tiens, la coalition nationale, c'est pas simplement Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti. Il y a une diversité. Et c'est pas au poids. Le sel dans la soupe pèse pas grand-chose. Debout la France par rapport au mastodonte RN, c'est petit. Mais le sel dans la soupe, ça donne du goût à la soupe. Et ce que je veux, c'est que
le camp national, et moi je ne parle pas d'union des droites, madame, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est beaucoup plus large que l'union des droites. L'union des droites, ça rétrécit. Vous avez une droite libérale qui adore Macron et Barnier. Donc si vous parlez que de la droite, vous êtes hémiplégique. Il y a aujourd'hui en France des patriotes, de droite, de gauche, d'ailleurs, qui rêvent que d'une chose, c'est que le camp national, comme dit Marion, ou moi je dis les amoureux de la France, chacun son terme, on s'en fiche, gagne. Marine Le Pen peut gagner. Moi je l'ai soutenue loyalement, je ne l'ai jamais critiqué, 2017, 2022. Mais je souhaite que le RN, parce que justement il est le plus puissant, ait l'intelligence d'ouvrir les bras. Parce qu'il rassurerait les Français. Parce que les Français, je l'ai vu pendant la campagne législative, ne veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. Même le général de Gaulle, et je l'ai dit 100 fois à Marine Le Pen, même le général de Gaulle qui avait quand même sauvé la France, et qui avait une certaine popularité historique, s'est appuyé sur des partenaires. Aucun parti sous la Ve République ne peut gagner seul. Même s'il est surpuissant, même s'il est le meilleur, même s'il est parfait. Or, personne n'est parfait. Voilà ma ligne. Coalition, coalition. Premier tour, diversité. Deuxième tour, entente. Et là, on gagnera. Et c'est pourquoi je vous dis, et je finis là-dessus, qu'il ne faut pas la proportionnelle. La proportionnelle est un suicide. J'ai écrit un article dans le JDD il n'y a pas longtemps, une interview. Je le dis là aussi au RN, ils font fausse route. Mettre la proportionnelle au moment où on peut gagner, c'est donner les clés de l'Assemblée nationale aux centristes, au système. C'est-à-dire Marine Le Pen peut être élue président de la République et se retrouver avec l'Assemblée qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais c'est absurde. Donc je dis à ceux qui nous écoutent et qui veulent voir gagner les patriotes, on n'a pas besoin de proportionnel, on a besoin de référendum. On a besoin de reprendre le pouvoir sur l'Union européenne, sur les juges. C'est ça la démocratie. Et après, il va bien falloir une majorité pour gouverner. Au premier tour, grande alliance. Au deuxième tour, le choix. Et à un moment, il faut aussi que les Français tranchent. Et alors, justement, une question qui me vient, c'est... concrètement, quel est l'avenir de Debout la France ? Et vous parlez justement d'exprimer les sensibilités. Est-ce qu'en 2027, vous envisagez... Alors, bien sûr, c'est très tôt, mais est-ce que vous dites, pour exprimer ma sensibilité, en 2027, je me présenterai, est-ce que vous êtes dans cette optique ? Je m'y prépare, pour être franc. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un discours sur la liberté, sur la démocratie, sur la souveraineté, qui n'est pas tenu aujourd'hui complètement par le Rassemblement national ou par d'autres. Maintenant, on verra, parce que y a de l'eau qui va passer sous les ponts, mais je m'y prépare, je vais être très clair, je vais être franc. Je pense qu'au premier tour de la présidentielle, il est important qu'on ne soit pas tous dans la même barque. Alors, s'il y a trop de candidats, c'est pas bien non plus. Oui. Donc, je verrai. Aux européennes, quand même, c'est Bibi qui s'est retiré pour faire plaisir à tout le monde. Bon, vrai, ouais. Et si Marion Maréchal a eu ses 5 députés, c'est parce que Debout la France n'était pas présente. Mmh. Parce que si j'avais été candidat, on aurait fait nos 2-3%, elle aurait eu 4%. Mmh. Bon, donc, Debout la France a toujours montré l'exemple. Mais il n'y a pas marqué pigeon permanent sur mon front. Voilà. Donc, moi, je veux faire vivre une sensibilité politique parce que je porte un message de fond. Et je mets en garde le camp patriote. Attention à ne pas faire de l'eau tiède sur tous les sujets. Il est normal que le Rassemblement national, mette de l'eau dans son vin. C'est normal, il est le parti, mais qu'il laisse sur ses franges ou sur ses côtés des partis qui incarnent des positions peut-être plus tranchées. Marion Maréchal doit incarner des positions qu'elle incarne, j'allais dire viscéralement, sincèrement. Moi, je pense que j'incarne sincèrement un combat. Je l'ai mené à mes risques et périls sur le Covid, sur la démocratie, sur la liberté, sur la souveraineté. Donc, pourquoi vouloir... Enfin, vous savez, j'ai connu les LR, j'étais à l'UMP. Je me suis heurté à Sarkozy quand Sarkozy a voulu supprimer tous les courants de l'UMP. Quand le RPR s'est fusionné avec les centristes, ils ont voulu mettre tout le monde pareil. Ça a été le début de la chute. Je ne voudrais pas que le RN fasse pareil. Le RN a le droit de mettre de l'eau dans son vin parce qu'il a une vision d'avoir 50,1% des voix au deuxième tour. Mais il n'y aura pas de deuxième tour s'il n'y a pas de premier.
Et au premier, il faut des Marion Maréchal, il faut des Dupont-Aignan, il faut même des Philippot, il faut des gens différents qui incarnent des sensibilités politiques qui représentent peut-être 2, 3, 4, 5% chacun. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. S'il n'y a plus de petits ruisseaux, il n'y a plus d'eau dans la rivière. Attention. Alors, vous... Et attention, juste un point, je suis trop bavard, je sais. Mais attention, Mélenchon, attention à l'électorat populaire. Oui. Attention. Si Mélenchon est le seul qui gueule, si je puis dire, et si, de notre côté politique, on est tellement sérieux, tellement policé, tellement propre sur soi qu'on ne dit plus rien sur tout, vous avez le grand danger d'avoir une explosion par la gauche. Et ce serait un drame au moment où on peut gagner, qu'on s'évanouisse. Alors, la marge est étroite et c'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Voilà, c'est mon plaidoyer pour la diversité politique. Alors merci de ce plaidoyer, mais vous l'avez dit, vous êtes effectivement un homme de conviction. Il y a un combat que vous avez toujours mené, c'est celui du souverainisme. Alors dans 20 jours maintenant, 19 peut-être, se tiennent les élections américaines. Il y aura les résultats des élections américaines qui vont forcément beaucoup impacter. Alors, d'ores et déjà, ce qui se passera sur la scène internationale, je pense évidemment au conflit russo-ukrainien et au conflit à Gaza, mais je pense aussi à la souveraineté de la France. Et vous aussi, vous y pensez quelque part. Pour vous, quel serait le meilleur candidat qui aiderait le plus la souveraineté de la France ? Vous savez ma réponse. Alors, c'est ambigu, mais c'est évident que, en tout cas pour la France, je considère que c'est Trump qui est le meilleur candidat de très loin. Pour 2 raisons. La raison des libertés, parce que Kennedy est allié à lui, et j'aime beaucoup Kennedy, le Kennedy qui avait été candidat, notamment son combat contre les lobbies, contre la finance, contre les laboratoires pharmaceutiques, etc. Et je pense, et je veux bien insister là-dessus, il n'y a pas de démocratie sans liberté. Il n'y a pas d'économie sans économie libérale. La liberté est au socle de tout et on est dans une dérive totale. Premier point. Et puis deuxième point, parce qu'avec Trump, je pense qu'on aura la paix en Ukraine. En revanche, l'élection de Trump va être un défi aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que ce sera Trump, la France va retrouver... Non, pas du tout. Ça sera plus dur pour nous parce qu'il sera beaucoup plus intransigeant commercialement, etc. Mais moi, je crois à la liberté et je crois que cette Union européenne est la mort de l'Europe. Cette Union européenne ne sert pas l'Europe, elle la détruit. Et que donc, l'élection de Trump va nous permettre d'achever l'Union européenne. Et c'est pas achever l'Union européenne pour être tout seul. Et c'est pour ça que je ne parle pas, moi, de Frexit, à la différence de Philippot ou d'Asselineau. Je pense qu'on peut achever l'Union européenne et reconstruire une belle Europe des nations, libre, avec un Orban, avec une Mélanie, avec les Autrichiens, avec les Suédois, avec les Polonais qui commencent à changer. Il va se passer plein de choses. Donc, je pense que l'élection de Trump peut permettre l'explosion de l'Union européenne et la refondation de l'Europe des nations qui irait de l'Atlantique à l'Oural. Parce que moi, je mets la Russie dans l'Europe. Et alors, il y a quand même un vrai sujet en guise de dernière question, effectivement. Vous en parlez, c'est du conflit russo-ukrainien. Oui. Vous en avez souvent parlé. Pour vous, comment est-ce que Donald Trump, selon vous, pourrait aider à résoudre ce conflit ? Et comment la France, alors même si ce sera Emmanuel Macron qui sera toujours au pouvoir, comment est-ce que la France pourrait théoriquement aider aussi à terminer ce conflit? Alors d'abord, je voudrais vous dire, avant, je fais une parenthèse, parce qu'après, si vous me dites c'est la dernière question, oui. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse Emmanuel Macron jusqu'à la fin. Cet homme a ruiné le pays, cet homme est un danger public, et tout le monde s'accommode. Moi, je suis pour la censure et la destitution. Et je regrette qu'à l'Assemblée nationale, j'espère que le RN va censurer le budget. C'est-à-dire que c'est pas la question, j'ai entendu Jordan Bardella nous dire on va voter contre. Non, oui, bien sûr, heureusement. Mais j'espère que s'il y a un 49-3, ils vont voter la censure. Parce qu'il y a un moment, il faut faire partir le danger public. Et il faut une présidentielle le plus vite possible, parce que chaque année qui passe, c'est une année de perdu pour la France. Ça, c'est une parenthèse. Et je crois qu'il faut être clair vis-à-vis des Français, et notre électorat attend de la fermeté et pas des combines parlementaires. Bon, premier point. Et deuxième point sur Trump et l'Ukraine, ce que j'ai proposé depuis 2022, c'est l'accord d'Istanbul, qui a été signé entre Zelensky et Poutine. Personne n'en parle jamais. 2 mois après l'invasion, en avril-juin, il y a un accord à Istanbul pour la paix en Ukraine, et les Américains de Biden et de l'Angleterre le bloquent. Et c'est quoi cet accord ? C'est ce que tout le monde pense. C'est la réalité. C'est que le Donbass restera russe
d'une manière ou d'une autre avec un référendum d'autodétermination parce que c'est une terre qui a toujours été russe. Il faut arrêter de raconter des salades. C'est que la Crimée restera russe parce qu'elle a toujours été russe. C'est que le reste de l'Ukraine restera un État indépendant, il le faut, parce qu'il n'y a aucune raison que les Russes l'envahissent, il faut qu'ils se retirent. Et il faut que ce reste de l'Ukraine n'adhère pas à l'Union européenne ni à l'OTAN, soit une zone neutre, démilitarisée, qui soit une zone tampon entre le monde slave et le monde occidental. Et on revient à 1600, à tous les accords éternels, c'est l'histoire de ce continent. Il faut une zone tampon. Et il faut comprendre la Russie sans accepter tout de la Russie. Moi, je ne suis pas pour être souple avec la Russie, je suis pour être réaliste. Et je crois que c'est une erreur géopolitique, et je veux insister là-dessus parce que je suis le seul à le dire maintenant, parce qu'on me dit « Ah oui, il ne faut pas le dire parce que c'est pas bon politiquement. » Eh bien, la réalité, c'est qu'on est en train de faire la plus grave erreur géopolitique du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine, on est en train de détruire l'économie européenne, et on est en train de perdre l'Afrique, et l'ensemble des non-alignés. Bravo le résultat. C'est la chute de l'Europe. Mais c'est la chute de l'Europe pour 50 ans. Pour vous, quand vous aurez mon âge. Donc, un peu plus vieux. C'est la chute de l'Europe pour un demi-siècle. Donc, c'est une affaire grave. Donc, il faut arrêter la démagogie. Il faut arrêter cette guerre. Il faut sauver l'Ukraine parce que ce pays a le droit d'exister, bien évidemment. Il faut dire à la Russie, stop aux frontières du Donbass. Donc, c'est ce que va faire Trump. La paix, elle est déjà rédigée. Tout le monde le sait. Simplement, ça veut dire qu'il y a des intérêts économiques américains, démocrates, considérables, qui, bien sûr, vont être gênés. Ceux qui sont implantés en Ukraine et qui en ont fait un État voyou et corrompu depuis la révolution de Maïdan. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ça ne veut pas dire pour autant que Poutine a raison sur tout, loin de là. Mais il faut trouver un compromis. Et ce compromis est la condition pour la renaissance de l'Europe. Et vous voyez, ce qui est paradoxal, c'est que je suis plus européen que tous ces pseudo-européens qui détruisent l'Europe. Et là, il faut une belle alliance, France, Allemagne, Italie, Russie, pour bâtir une Europe forte, des coopérations face à la Chine et aux États-Unis. Voilà, ça c'est ma vision géopolitique. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler dans les médias traditionnels, parce que sinon on vous dit que vous êtes un espion de Poutine, ce qui est complètement stupide. Mais moi, vous j'ai êtes bien jamais. ici, si vous pouvez en parler. Voilà, donc bravo à vous. Et c'est pour ça que je pense que Trump peut débloquer la situation s'il ne l'assassine pas dans les 3 semaines qui viennent, parce que 3 fois déjà. 3 fois, ouais. Et c'est extrêmement périlleux s'il ne triche pas trop. Et à ce titre, j'aimerais qu'en France, on interdise le vote électronique aussi, en parenthèse. Parce que vous savez qu'il y a 2 millions de personnes qui votent électroniquement en France. Hein, et qu'il n'y a pas les mêmes résultats. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin. Eh bien, merci de donner la parole. On espère et bonne vous chance voir à bientôt. Vous. Bah, merci. Hein, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On va tout de suite passer à la suite, mais juste avant, je voulais vous rappeler que notre magazine Trump, l'homme à abattre est sorti et disponible à kiosque et sur notre site internet. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier parce que vous êtes plus de 6000 à nous écouter sur tous les réseaux sociaux confondus. Si cette émission vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pensez à commenter, partager, mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément pour le référencement.